La foudre n'avait plus besoin de frapper pour terroriser Trinity Bend, au Texas. Depuis 48 heures, le ciel s'était ouvert comme s'il avait décidé d'avaler le monde. La pluie n'était plus une pluie, elle était un mur liquide, une masse suffocante qui avalait tout sur son passage. Le vacarme n'était plus un clapotis de gouttes, mais un grondement continu, lourd, qui vibrait jusque dans les dents, jusque dans l'âme. Sur le porche de sa petite cabane en rondin, perché sur le seul promontoire encore sec à des kilomètres à la ronde, Josh se tenait immobile. 42 ans, le visage taillé dans un bois trop ancien, trop marqué. Son corps, grand et sec, portait encore cette posture d'ancien militaire, celle qu'on conserve même quand tout s'est effondré. Ses cheveux bruns, coupés courts, se striaient de gris aux tempes. Sa barbe poivrée sel, épaisse, ne parvenait pas à dissimuler les rides profondes qui racontaient tout ce qu'il ne disait plus. Et ses yeux. Ses yeux tentaient désespérément de ne plus voir. Mais en cet instant, ils étaient grands ouverts, hypnotisés. Devant lui, le monde n'existait plus que sous la forme d'un océan enragé. La Trinity River, habituellement une rivière tranquille au fond de la vallée, était devenue une bête monstrueuse, grondant contre les marches de son porche comme si elle voulait engloutir jusqu'à sa dernière parcelle de terre. Il serrait la rambarde si fort que ses phalanges blanchissaient. Le souffle humide, l'air saturé d'eau, les rafales qui fouettaient son t-shirt gris et son jean détrempé, tout s'accordait pour faire ressurgir un souvenir qu'il aurait tout donné pour oublier. Le même bruit. Le même déluge. Le même goût métallique dans la gorge. 5 ans plus tôt. L'année où la pluie avait pris sa fille. En 2020, son monde s'était noyé. Et depuis, chaque tempête revenait frapper la porte de ses cauchemars. Il revoit Betty. 7 ans. Ses yeux pétillants. Son rire plus lumineux que n'importe quel ciel d'été. C'était le jour du « grand », comme elle disait, un voyage à l'immense parc d'attractions. On va faire 1 million de manèges, papa. 1 million. Elle avait tellement insisté qu'il s'était surpris à sourire, lui qui ne souriait plus beaucoup depuis la fin de son service dans la Navy. Mais il avait été en retard. 10 minutes. 10 petites minutes. Coincé par la tempête, par le trafic, par la vie. Quand il était arrivé chez Anna, son ex-femme, la rue n'était déjà plus une rue, mais une rivière furieuse. Il avait vu Anna hurler quelque chose, courir, glisser. Puis son regard était tombé sur un objet jaune flottant tout près d'un siphon. Une petite botte de pluie. Sa préférée. Le monde s'était fissuré en silence. Et l'eau s'était chargée d'achever le travail. Depuis ce jour, il vivait ici, seul, à l'écart. Un ex-mari. Un ancien soldat. Mais surtout, un père qui avait failli. Et cette faute, il l'avait érigée en prison. Aujourd'hui, sous le fracas de cette nouvelle tempête, le souvenir n'était plus un souvenir, il coulait avec la rivière, il frappait contre les marches de son refuge, il hurlait qu'on ne fuit jamais assez loin. Tout à coup, quelque chose surgit dans le torrent. Un débris? Une planche large, venue Dieu sait d'où, dérivant rapidement. Josh observa sans vraiment s'y intéresser. La destruction n'était plus une surprise. Puis, un mouvement. Il plissa les yeux. Une silhouette tremblante. Une masse de fourrure plaquée contre le bois. Un chien. Non, une mère. Une grande chienne berger allemand, gris et blanc, agrippée à la planche avec une détermination désespérée. Collée contre son ventre, 2 petites boules de vie, minuscules, glapissant faiblement. La planche tanguait, menaçant de basculer à chaque tourbillon. Les chiots glissaient. La mère les retenait du museau, des pattes, de ce qui lui restait de force. Pour n'importe qui, c'était une scène atroce. Pour Josh, c'était un miroir. Une répétition implacable de la pire seconde de son existence. La pluie. L'eau. L'impuissance. La vie qui s'en va sous vos yeux. Il se figea. Tout son corps se referma d'un coup, comme s'il retombait dans cette rue inondée de 2020. Les cris d'Anna résonnèrent dans sa tête. Le jaune de la botte brilla dans la grisaille du présent. 1 million de manèges, papa. Les battements de son cœur devinrent une rafale de coups sourds. Il ne pouvait pas bouger. Encore. Pas une deuxième fois. Pas une autre enfant, même poilu, même inconnu. Pas un autre être qui compte sur lui et qu'il laisserait mourir. La planche continuait sa course folle, emportée par le courant qui longeait sa maison. Les yeux de la chienne ne cherchaient pas son regard.
Elle fixait la rive, luttant, gémissant pour ses petits, criant au monde « Aidez-nous ». Josh trembla. Puis, quelque chose céda. Une rage brute, sans pensée. Une flamme de refus. Pas de courage, de la folie. La dernière étincelle de l'homme qu'il avait été. La dernière qui lui restait. Pas cette fois, grogna-t-il, mais le vent dévora ses mots. Il bondit hors du porche. L'eau glacée lui monta jusqu'aux genoux en un instant. Il faillit tomber, mais se rattrapa, sa main trouva machinalement le long crochet en fer qu'il utilisait pour dégager les branches coincées dans sa clôture. Il hurla, comme on hurle une vengeance. Non. Pas encore. Il lança le crochet, la pointe s'enfonça dans la planche du premier coup. Le courant tenta de lui voler sa prise, comme la rivière avait tout volé jadis. Josh planta ses pieds, courba l'échine, chaque muscle tendu comme un câble prêt à rompre. Pas aujourd'hui, murmura-t-il, les dents serrées. Il tira de toutes ses forces. Le torrent poussa, tira, gifla. Josh résista. Centimètre par centimètre, il ramena la planche près des marches. La chienne, que Josh appellerait plus tard Hope, releva la tête. Ses yeux, bien que fatigués à l'extrême, gardaient une étincelle sauvage, une volonté de survie presque sacrée. Elle grogna faiblement quand il se pencha non par défi, mais par peur. « Ça va, ma belle » souffla-t-il, la voix brisée. « Je suis là maintenant. » Il saisit le premier chiot, glacé comme la mort. Il le glissa sous son t-shirt trempé, contre son cœur. Il remonta sur le porche, le déposa au sec, puis repartit aussitôt. Le deuxième était encore plus faible. Il respirait par saccades, tout petit corps tremblant comme une feuille. Lui aussi trouva refuge contre son torse. Puis vint la mère. Elle tenta de se lever pour protéger ses petits, mais ses pattes cédèrent sous elle. Josh glissa ses bras sous son ventre. Elle était étonnamment légère, vidée de force, de chaleur, de chance. Il la hissa et la porta, luttant contre la pluie, contre le vent, contre l'eau qui voulait la reprendre. À peine la porte franchie, il donna un coup de pied dans le bois et la tempête resta dehors. Le silence relatif lui donna presque le vertige. Hope s'écroula au sol, haletante, et aussitôt, malgré son épuisement, elle chercha ses petits, les léchant frénétiquement pour les réchauffer. Josh attrapa toutes les vieilles serviettes qu'il gardait près de l'entrée et s'agenouilla. Il frictionna délicatement les chiots, jusqu'à ce que leur petit corps commence à vibrer moins de froid que de vie retrouvée. Puis il posa une serviette lourde sur le dos de leur mère. Elle tressaillit, puis accepta. Lui permit de l'aider. Elle se recroquevilla autour de ses deux bébés, érigeant une muraille de chaleur maternelle. Ses yeux se fermèrent à moitié, mais se rouvrirent pour regarder Josh, juste assez longtemps pour lui offrir un remerciement silencieux. Un seul coup de langue, rapide, sec, sur sa main. Un pardon qu'il n'avait pas osé espérer. Josh resta immobile, debout, ruisselant, le souffle court. Il l'avait fait. Cette fois, il n'était pas arrivé trop tard. Cette fois, la tempête n'avait pas gagné. Et pour la première fois depuis 5 ans, l'homme brisé qu'il était senti quelque chose craquer en lui. Pas un effondrement. Un relâchement. Une minuscule brèche où la lumière pouvait repasser. Il regarda la chienne et ses deux petits se blottir l'un contre l'autre. Une famille sauvée. Une famille que la rivière n'aurait pas. Dans cette cabane devenue refuge, au cœur d'un monde noyé, Josh comprit enfin que sauver ces 3 vies ne rendrait pas Betty. Que rien ne le ferait jamais. Mais presque imperceptiblement, sous le poids du chagrin, une pensée s'alluma. Il pouvait encore sauver quelque chose. Peut-être même quelqu'un. Peut-être lui-même. Il avait réussi à les sauver. Ils étaient à l'abri, au sec, du moins pour le moment. Josh observa la petite famille recueillie, une chienne amaigrie et ses 2 chiots tremblants. Ils étaient vivants sauvés de la noyade. Mais Betty, elle, ne reviendrait jamais. L'adrénaline s'effondra d'un coup, ne laissant dans son cœur qu'une cavité glacée, béante, comme si son âme avait été arrachée. Cette minuscule victoire n'était qu'un mensonge cruel. Avoir sauvé ses chiots prouvait ce qu'il s'était toujours refusé à affronter, il aurait pu sauver sa fille. Cette possibilité, aussi tranchante qu'une lame, lui fit vaciller. Le monde se mit à tanguer autour de lui. Le martèlement de la pluie, jusque-là un simple bruit de fond, devint un rugissement implacable qui lui vrillait les tympans. La panique lui serra la poitrine, féroce,
comme un étau qui se resserrait sans pitié. Il chercha désespérément à respirer, mais l'air refusa d'entrer. Les murs de la petite cabane se refermaient sur lui, l'atmosphère devenant lourde, étouffante, presque liquide. Il revit la botte jaune. Celle de Betty. Celle qu'il avait vue flotter sur l'eau ce jour maudit. L'amusement parc, papa. Tu avais promis. Sa promesse inachevée lui transperça le cœur. Ses jambes cédèrent. Il tenta de se retenir au mur mais glissa, tombant lourdement sur les planches rugueuses du plancher. En un souffle, la cabane disparut autour de lui, remplacée par la rue inondée de 2020, le jour où tout avait pris fin. Le jour où il avait été 10 minutes trop tard. À jamais. Un gémissement le tira de l'abîme. Josh ouvrit les yeux sur une réalité encore floue, noyée dans un gris nauséeux. Il se trouvait toujours au sol de sa cabane, ses muscles tétanisés par la douleur, ses vêtements froids et raides d'humidité. La tempête intérieure s'était calmée, laissant derrière elle une fatigue dévastatrice, un paysage de sable à marée basse que la peur avait dévasté. Le grondement du fleuve était toujours là, menaçant et continu, faisant vibrer la charpente comme les cordes d'un instrument funèbre. Mais l'effroi aigu de sa crise s'était émoussé. Puis il les vit. La mère chienne, qu'il avait nommée Hope, reposait exactement là où il l'avait installée, sur un tas de serviettes à peu près sèches. Elle ne dormait pas. Sa tête était redressée, et ses yeux d'un brun profond l'observaient avec une attention presque humaine. Elle respirait difficilement, mais elle restait vigilante. Les petits gémissements venaient d'elle et de ses chiots scouts et ambés blottis contre son ventre. Mais ils ne tremblaient plus de froid, ils s'affaiblissaient. Leurs mouvements, de plus en plus lents, semblaient celles de flammes mourantes. Hope les poussa du museau, les encourageant à téter, mais leurs cris devinrent de minces filets de voix, haut perchés, presque désincarnés. Josh se redressa, chaque articulation protestant comme du bois fissuré. Il tendit une main vers Scout. Le petit corps était glacé. Beaucoup trop glacé. Non. Murmura-t-il, la gorge nouée. Il releva la tête vers Hope et comprit. La chienne était squelettique. Sa fourrure mouillée collait à ses côtes saillantes. Elle n'avait plus rien à leur offrir. Elle avait tenu bon jusque-là, mais elle était au bout de ses forces. Il avait arraché ces êtres à l'eau, pour les voir mourir lentement ici. Ce constat lui lacéra le cœur. Il se précipita vers la porte et l'ouvrit. Son souffle se coupa net. Le monde avait disparu sous un océan boueux. Sa terrasse avait été engloutie pendant la nuit. L'eau brune léchait maintenant le seuil de sa demeure, prête à s'y engouffrer. Son pick-up, garé sur ce qu'il avait cru être un terrain suffisamment surélevé, gisait presque entièrement submergé. Sa cabane n'était plus qu'une île minuscule, isolée dans une mer hostile dont le niveau ne cessait de monter. Attendre ici? Impossible. Scout et Ambé n'avaient plus beaucoup de temps. Il se remémora les dernières annonces des secours avant la coupure générale. L'église presbytérienne de Trinity Bend, bâtie sur la plus haute colline du centre-ville, servait désormais de refuge temporaire pour les animaux. Elle avait survécu aux inondations de 1973 et 1994. Peut-être tiendrait-elle encore. Il regarda son petit bateau en aluminium, heureusement attaché à la rambarde du porche, vestige d'une prudence salvatrice. S'il voulait l'utiliser, il devait retourner sur l'eau. Dans l'élément qui lui avait pris sa fille. La peur le mordit aussitôt, glaciale, violente. La botte jaune de Betty réapparut dans son esprit. Le souvenir de son corps trempé, de l'eau glacée, du trop tard, tout remonta. Ses mains se mirent à trembler. Un cri faible retentit derrière lui. Il se retourna. Hope le fixait. Et cette fois, son regard ne se contentait plus d'observer, elle implorait. Elle poussa du museau en baie, la plus fragile, lui présentant ainsi sa détresse. Puis elle leva les yeux vers Josh et laissa échapper un petit gémissement, une plainte discrète mais déchirante, celle d'une mère qui demande à quelqu'un de ne pas laisser mourir ses enfants. Ce son brisa la barrière de sa peur. L'échec de 2020 était une cicatrice brûlante. Mais laisser mourir aujourd'hui, serait une nouvelle tragédie, celle de trop. D'accord. Souffla-t-il d'une voix rauque. D'accord. Je vais vous aider. Il se mit en mouvement, comme mu par une énergie empruntée au courage d'autrui. Il attrapa un sac étanche dans sa chambre, le garnit soigneusement de ses dernières serviettes sèches, créant un petit lit improvisé. Avec une infinie délicatesse, il y plaça Scout et Ambé. Ils étaient si légers qu'ils semblaient faits de vent.
Il referma presque entièrement la fermeture du sac, laissant une ouverture suffisante pour qu'il respire. « Viens, Hope. Il faut y aller. » La chienne chancela en se levant. Mais elle suivit sans la moindre hésitation, toute sa confiance déposée en cet homme pourtant brisé. Josh descendit une marche, puis posa directement les pieds dans l'eau. Elle lui arriva immédiatement à la taille, glaciale comme la mort, et la force du courant tenta de le déséquilibrer. Il agrippa la paroi de la maison, avançant lentement jusqu'au bateau. Hope nageait derrière lui, maladroite, exténuée, mais vivante. Il la hissa dans l'embarcation, et elle se précipita vers le sac, reniflant, refusant de se coucher tant qu'elle n'avait pas confirmé que ses petits respiraient encore. Josh détacha la corde, inspira profondément mais son souffle se brisa, tant l'effroi lui tordait les entrailles puis tira sur le démarreur. Le moteur tout sauta, mourut, puis rugit enfin, rauque, empuanti de fumée. Naviguer dans ce paysage méconnaissable fut une torture. Son monde, celui qu'il connaissait par cœur, avait été avalé. Il ne restait que des toits qui perçaient la surface, des arbres noyés, les souvenirs engloutis d'une vie qu'il ne reconnaissait plus. Le moindre débris qui flottait devenait une menace, une chaise en plastique, une glacière bleue, un ours en peluche gorgé d'eau. Chacun semblait vouloir lui rappeler ce qu'il avait perdu. Il fixa le clocher de l'église, tel un phare solitaire dans cet océan de désolation. 20 minutes d'enfer plus tard, ils accostèrent enfin. L'église, entourée de sacs de sable, résistait encore, même si l'eau montait dangereusement. À l'intérieur, un vacarme assourdissant, aboiements, miaulements, cris d'humains débordés. Il attacha l'esquif à la grille en fer forgé et prit le sac avec une précaution presque sacrée. Hope bondit hors du bateau, collé à sa jambe, tremblant de peur face au chaos. Josh poussa les lourdes portes de bois. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. La nef, jadis lieu de recueillement, était devenue un champ de bataille improvisé, bancs repoussés contre les murs, cages et caisses alignées en rangs serrés, couvertures étalées, lampes chauffantes installées à la hâte. L'air était saturé d'odeurs mêlées aux fourrures mouillées, désinfectants, urine, une tempête dans la tempête. Au centre, une femme dirigeait la foule comme un général au front. Ben, davantage de serviettes dans la salle de chœur, maintenant. Et dites à ces gens que le générateur sert aux lampes chauffantes, pas à recharger leur téléphone. Elle était couverte de boue, vêtue de scrubs verts sous une veste de pluie noire. Son visage, marqué par la fatigue, gardait pourtant une vivacité féroce. Ses yeux étincelaient d'une détermination qui ne cédait pas, malgré l'épuisement profond qui creusait de sombres cernes sous ses paupières. Josh comprit immédiatement, Dr Eva Sandoval. Un jeune bénévole, Ben, passa en coup de vent avec une pile de cages vides. Josh s'approcha. « Docteur Sandoval ?» Elle se retourna, évaluant en une seconde l'homme trempé, le sac d'où émanait un faible couinement, et la grande chienne grelottante à ses pieds. Le fil de son sang-froid, déjà fragile, céda brusquement. « Monsieur, je n'ai plus aucune place, » éclata-t-elle, la voix brisée. Plus de couverture. Plus de lait pour chiots. Et plus d'espace. Je ne peux rien de plus. Elle leva les mains, un geste désespéré, comme si elle tentait de retenir un monde entier qui lui glissait des doigts. Josh sentit une pointe de colère, une riposte instinctive. Mais en la regardant vraiment, il la vit. Non pas comme un obstacle, mais comme son reflet. Une âme qui se battait pour sauver des vies et qui craquait sous le poids de celles qu'elle n'arrivait pas à sauver. Il aperçut d'abord les cernes violacées marquant les yeux d'Eva, puis le léger tremblement de ses mains, la signature d'un corps trop longtemps maintenu debout par la seule force du devoir. Il reconnut immédiatement ce regard, celui des survivants qui portent dans leur cœur le poids terrible de ceux qu'ils n'ont pas pu sauver. Une lassitude hantée, faite de culpabilité et d'impuissance. Lorsqu'elle vit son expression changer, passer de la méfiance à la compréhension, toute sa défense s'effondra d'un coup. Elle se couvrit le visage des paumes, cherchant à retenir l'émotion qui menaçait de la submerger. « Je suis désolée. » souffla-t-elle d'une voix brisée. « Ce n'était pas, oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Apporte-les juste ici. » Elle se retourna aussitôt, le conduisant vers un coin légèrement plus sec près de l'autel, transformé en poste de secours improvisé. Là où l'on implorait autrefois le salut des âmes, on tentait désormais de sauver des vies minuscules, tremblantes, enveloppées de fourrure détrempée. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-elle, plus médecin que femme épuisée. Josh ouvrit le sac d'un geste maladroit. En un instant, la fatigue s'évapora du visage d'Eva.
le désespoir céda la place à la précision glacée de l'expertise. Elle se pencha sur les chiots, ses mains expertes évaluant leur état avec une rapidité certaine. Froid. Murmura-t-elle. Hypothermie. Elle redressa la tête. Ben. Apporte-moi la petite lampe chauffante. Et la boîte du presbytère, celle avec les seringues. Elle se mit aussitôt à préparer un mélange hautement calorique, qu'elle administra délicatement dans la bouche des chiots affamés. Josh, debout à côté d'elle, se sentit soudain immense et inutile. Ce qu'il croyait être un acte héroïque n'était devenu qu'un poids supplémentaire à porter pour elle. Sa mission était accomplie. Il pouvait repartir. Retourner sur son île. Attendre que les eaux baissent. Se noyer en silence dans sa solitude. Mais avant de faire un pas vers la sortie, il remarqua Ben, un gamin pas plus âgé que 20 ans, luttant pour retenir un chien paniqué qui venait d'échapper à sa laisse. Une pile de cages vacilla dangereusement, prête à s'effondrer à tout instant. La moindre erreur pourrait déclencher un chaos total. Vous êtes débordé, constata Josh. Ce n'était pas un reproche. Juste un fait. Eva essuya ses mains, jeta un regard circulaire vers les rangées de cages, le sol glissant, les animaux affolés. Elle hocha la tête, trop épuisée pour se défendre. La moitié de nos bénévoles est coincée depuis que la route inférieure a été submergée, expliqua-t-elle d'une voix presque absente. Il ne reste que moi, Ben, et Maria, et elle a 70 ans. Josh jeta un œil à l'eau qui frappait les portes de l'église, l'eau qui détenait tous ses fantômes. Ici, le vacarme des aboiements surpassait celui de la pluie, un soulagement étrange, presque une bénédiction. Il se retourna vers les sacs de sable empilés près de l'entrée. « Où veux-tu la prochaine rangée ?» Eva le regarda, décontenancée. Le mur sud. Il y a une fuite. Josh ne répondit pas. Il attrapa 2 sacs vides et s'engagea sous l'averse. Il n'agissait ni pour elle, ni pour les animaux. Il restait parce que ce travail dur, répétitif, abrutissant, suffisait à étouffer le vacarme de ses souvenirs. Pendant des heures, il remplit des sacs de sable, ses muscles brûlant sous l'effort. Avec Ben et une Eva trempée jusqu'aux os, il forma une chaîne humaine pour fortifier le vieux mur de pierre qui laissait suinter une boue sombre. Chaque pelletée était un acte de survie, mais pas forcément pour ceux que l'on croyait. Vers minuit, la fuite devint un simple filet que l'on pouvait maîtriser. Eva, livide, déclara qu'il pouvait se reposer à tour de rôle. Ben s'effondra sur un banc sec et s'endormit aussitôt, l'adrénaline ayant cédé la place à un sommeil brutal. Eva se laissa tomber dans le bureau du pasteur, promettant de revenir dans 1 heure. Le sanctuaire s'était apaisé. Les cris de détresse avaient fait place au murmure de l'épuisement. Quelques chiens gémissaient doucement en rêvant, les chats changeaient de position à l'intérieur de leur caisse. Dehors, la rivière continuait de gronder, mais ses menaces semblaient lointaines derrière les murs épais. Josh, lui, ne ressentait aucune fatigue. Juste un creux béant. Il traversa lentement la nef jusqu'à l'autel. Sous la faible chaleur d'une lampe, la chienne était là. Hope. Son nom n'avait jamais autant porté le poids d'un symbole. Elle reposait près de ses 2 petits. On lui avait donné une pâte nutritive, et un bol d'eau était posé non loin. Son pelage mouillé suivait encore les lignes de la terreur, mais son regard ne fuyait plus. Elle était redevenue mère. Josh se laissa tomber sur la première marche de l'autel, veillant à garder une distance respectueuse. Il observa la scène, Hope poussait du museau ses 2 chiots, Scout et Ambé, les nettoyant avec une détermination farouche. Elle donnait tout ce qui lui restait pour ses 2 petites vies. Josh savait. Il avait vu l'espace vide sur la planche flottante. Il avait remarqué ses regards perdus vers les portes, comme si elle attendait encore un miracle impossible. Elle aussi avait perdu un enfant. Leurs regards se croisèrent. Elle ne recula pas. Ne gronda pas. Elle se contenta de le regarder et dans ses yeux brûlait la même douleur que dans les siens. La même cicatrice invisible. L'air se fit soudain suffocant. Un étau de glace serra sa poitrine. Il entendit à nouveau le rugissement des eaux, le cri du passé, le souvenir d'une botte jaune flottant entre les vagues. La promesse brisée, 1 million de tours de manège, papa. Les murs semblèrent se resserrer. Son souffle se fragmenta. Et alors ? Un gémissement doux, timide, rompit la montée du chaos intérieur. Hope l'observait toujours, son museau levé, son regard ancré dans le sien. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une présence.
Une main tendue dans l'obscurité. Josh fixa sa respiration sur la sienne, sur le va-et-vient régulier de son flanc, sur le bruit discret de sa langue qui nettoyait ses petits. Peu à peu, la panique reflua. Sa cage thoracique se décrispa. L'air redevint respirable. Il n'avait pas conscience d'avoir retenu son souffle avant de l'expulser dans un long soupir tremblant. Aube baissa la tête, satisfaite, mais resta aux aguets. Josh demeura assis, immobile, laissant la présence chaude et fidèle de cette mère en deuil recoller les morceaux de son esprit. Une alliance silencieuse naquit dans cette nuit de tempête. À un moment, il dut somnoler, perché sur sa marche, car le grincement des grandes portes le réveilla brusquement. Une clarté grise filtra dans l'église et un nouveau brouhaha humide s'engouffra avec elle. Une femme entra, tenant une lourde sacoche de matériel photo. La trentaine, trempée, le visage creusé par la fatigue, mais un port droit et déterminé. Ses vêtements techniques annonçaient une professionnelle aguerrie mais pas une sauveteuse. C'était Caroline Johnson, journaliste pour le Houston Chronicle. Elle balaya la scène du regard, les cages, les chiens à bout de force, la marque boueuse de la montée des eaux sur les murs. Elle grimaça faiblement en pas de dégoût, mais de peine intime. Eva revint du bureau, frottant ses yeux fatigués. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Caroline Johnson, Houston Chronicle. « Je suis ici pour documenter ce qui se passe. » Eva hocha la tête, résignée. « Ne gênez personne. On manque de place. Je ne serai pas un problème. » Caroline resta un instant à observer Eva qui se précipitait déjà vers un chat asthmatique. Puis ses yeux glissèrent vers l'autel. Elle remarqua Josh, silhouette sculptée par l'épreuve, veillant sur une chienne et deux minuscules bouts de vie. Elle reconnut son port de tête. Elle l'avait déjà vu sur les épaules voûtées de son père lorsqu'il revenait du front. Elle le vit glisser un coin de serviette sous les chiots pour les protéger du courant d'air. Hope, en confiance, vint toucher sa main du bout du museau. Et Josh, surpris, répondit par une caresse tendre derrière son oreille. Une émotion la saisit à la gorge. Elle détourna les yeux, prit appui contre un grand vitrail encore intact et regarda au dehors, l'étendue immense des flots, l'ancien quartier de Trinity Bend englouti. Un toit bleu dépassait à peine. Elle leva alors son appareil. Non pas vers Josh ou les animaux, mais vers ce toit qui semblait lutter encore. Elle prit 2 photos. Puis, discrètement, elle essuya une larme. Josh la vit. Il reconnut cette tristesse familière, celle qui avait déjà élu domicile dans son propre regard. Caroline inspira profondément, referma sa sacoche et, reprenant contenance, s'approcha de l'autel. Elle s'arrêta à quelques pas seulement. Ses yeux se posèrent sur la chienne et ses petits endormis. « Elle est magnifique ?» dit-elle doucement. Josh hocha simplement la tête. Aucune autre parole ne semblait nécessaire. Caroline regarda les chiens, puis Josh, avant de tourner la tête vers la fenêtre noyée par la pluie. D'une légère inclinaison du menton, elle désigna un endroit au-delà des eaux boueuses. La maison de ma grand-mère, elle était là-bas. Celle avec le toit bleu. J'y ai grandi. Je voulais juste la revoir une dernière fois, prendre une photo avant qu'elle ne disparaisse pour de bon. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'une douleur sans maquillage, sans masque. Elle ne cherchait pas à se protéger, ni lui. Elle partageait simplement une vérité qu'ils portaient tous deux, le chagrin de voir son monde s'effacer. « C'est dur », murmura-t-elle, à peine audible. « C'est tellement dur de regarder tout disparaître. » Josh observa cette inconnue, cette journaliste venue documenter la fin de ses propres souvenirs. Elle ne lui avait pas demandé ce qu'il avait vécu. Elle ne lui avait même pas demandé son nom. Elle avait juste reconnu dans ses yeux le même vide, le même deuil. Il pensa à Betty. À son mariage défait. À la vie qu'il avait perdue. Oui, répondit-il d'une voix rauque. C'est dur. Le jour suivant n'apporta aucun soulagement. Au lieu de cela, une nouvelle nuance de gris, plus lourde encore. La pluie, qui s'abattait depuis des jours sur le toit de l'église comme une batterie sans fin, s'était transformée en un simple filet misérable. Mais le fleuve, lui, ne s'était pas retiré. Il avait gagné du terrain un peuple d'eau silencieux, conquérant tout sans résistance. À l'intérieur du sanctuaire, l'urgence avait laissé place à une routine épuisante. Le chaos initial avait été remplacé par l'organisation morne de la survie. Eva, Ben et Maria glissaient entre les rangées de bancs transformés en refuges, vérifiant les animaux, rationnant les croquettes,
nettoyant les cages avec de l'eau récupérée et du désinfectant. Caroline Johnson, la journaliste, s'était fondue naturellement dans le travail. Elle avait laissé son imperméable détrempé pour une robe de corail empruntée. Son sac photo, son outil de mémoire, reposait désormais en sécurité dans la sacristie. Elle triait les couvertures, rangeait, réconfortait. Sa compétence discrète apaisait les nerfs épuisés des bénévoles. Josh, lui, avait trouvé sa place dans la force brute. Il était devenu l'ingénieur du groupe. Il avait consolidé le mur sud qui fuyait, calfeutré la porte avec du goudron de toiture récupéré dans un abri inondé. Désormais, il gérait le carburant du générateur, 1 heure de marche pour 2 heures d'arrêt, juste assez pour garder les lampes chauffantes opérationnelles. La sensation douloureuse dans ses muscles le rassurait. Celle-là, au moins, était réelle. Pas ce poids fantôme qui serrait sa poitrine depuis 5 ans. Lorsqu'il eut terminé sa tournée, il se dirigea vers l'hôtel où la chienne qui l'appelait, Hope, reprenait des forces. Ses 2 petits, scoutés en baie, dormaient roulés en boule sous la chaleur de la lampe. La mère avait meilleure mine. Ses yeux, autrefois voilés, brillaient d'une lueur nouvelle. Quand elle aperçut Josh, sa queue donna un léger coup sur le sol, une étincelle d'espoir. « Hey, ma belle » souffla-t-il en s'agenouillant. Elle renifla sa main puis laissa sa tête se glisser sous ses doigts. Ce simple contact le ramenait au présent, empêchant les souvenirs de Betty de l'engloutir. « Elle va 1000 fois mieux », constata Eva en s'approchant. Sa voix tremblait de fatigue, mais elle n'avait plus cette urgence affolée qui la hantait jusque-là. Elle tenait un petit appareil électronique noir. « C'est une battante », répondit Josh. « Oui. Et ce n'est pas une chienne errante. Regarde son poil, son tempérament. Elle a été aimée, soignée. Josh, tu peux la tenir ? Je veux vérifier si elle est identifiée par puce. » Une sensation de froid glissa sur la peau de Josh. Une puce, cela signifiait un propriétaire. Et un propriétaire signifiait que tout cela, ce lien, cette mission qu'il avait trouvée avait une fin. Il repoussa ce réflexe égoïste. Ce n'était pas à propos de lui. Bien sûr. Assis en tailleur, il tapota le sol. Hope se blottit contre lui, sa tête contre son torse, un geste de totale confiance. Sa gorge se serra. « Bonne fille », murmura-t-il. Eva activa le scanner et le passa lentement sur les omoplates de la chienne. Pendant un instant, il n'y eut que le bruit de la pluie, et le gémissement lointain d'un chien impatient. Puis un petit bip se fit entendre. Eva esquissa un sourire fatigué. « Nous en avons une. Merci Seigneur. Au moins, elle a un nom. Elle appartient à quelqu'un. » Tu peux vérifier, demanda Josh d'un ton qu'il tenta de garder neutre. Le sourire d'Eva retomba. Elle montra son ordinateur portable, éteint. Le générateur est réservé aux lampes et au mini-frigo des vaccins. Ma batterie est morte depuis hier. Je peux aider, intervint une voix. Ils se retournèrent. Caroline se tenait derrière eux, s'essuyant les mains sur une serviette. J'ai une connexion satellite. C'est lent, le temps fout la pagaille sur le signal, mais c'est notre seule ouverture vers le monde extérieur. Tu nous sauves la vie, souffla Eva. Caroline alla chercher son ordinateur durci, conçu pour les zones de guerre, et un petit terminal satellite. Elle orienta l'antenne vers un vitrail, espérant que les cieux daignent laisser passer un signal. Tous 3 se regroupèrent devant l'écran, suspendus au bourdonnement du démarrage. Allons-y, dit Caroline, ses doigts courant sur les touches. J'essaie d'accéder au registre national des micropuces. Le réseau est catastrophique. La barre de chargement avançait avec une lenteur inhumaine. Josh réalisa qu'il retenait son souffle, et qu'au fond de lui, une part sombre souhaitait que ça échoue. Il en eut honte. Mais ce souhait était là, têtu, désespéré. Allez, allez, souffla Eva. Enfin, la page apparut. Elle dicta la longue série de chiffres. Caroline valida. L'écran clignota, se figea, puis devint blanc avant qu'un message rouge n'explose en plein milieu. Système saturé. Accès impossible à la base de données. Eva jura et se laissa tomber contre l'autel. Attends, dit Caroline, plissant les yeux. Le portail public est sûrement surchargé. Je vais essayer l'accès presse, un portail interne sur les serveurs fédéraux. Elle entra une suite interminable de codes. Cette fois, l'écran afficha une page dépouillée, austère. Non enregistré, Duchesse.
Espèce, canine. Race, berger allemand. Couleur, gris-blanc. Sexe, femelle stérilisée. Information propriétaire, verrouillée. Serveur régional hors ligne Trinity Bend TX-04. Données vétérinaires, verrouillées. Serveur régional hors ligne. Un silence lourd retomba. Duchesse, répéta Eva, douce tristesse dans le timbre. C'est un nom digne d'une reine. Caroline serra les dents, agacée. Les serveurs locaux doivent être sous l'eau. Aucun accès possible. On ne sait rien. Ni qui la cherche, ni si quelqu'un la cherche encore. Les mots s'ils sont encore en vie restèrent suspendus, silencieux. Josh sentit monter en lui un maelstrom émotionnel. Une immense peine pour une famille anonyme et une bouffée de soulagement, coupable, impossible à nier. Elle restait à lui. Encore un peu. Duchesse, prononça-t-il à voix haute. Les oreilles de la chienne frémirent. Aucune reconnaissance. Pas de sursaut. Elle ne connaît pas ce nom, dit-il trop vite. Ou elle a traversé trop d'horreurs, répondit Eva sans brusquer. Ou bien, elle a toujours eu un surnom. Josh hocha la tête et reprit sa caresse. Il avait un nom, mais aucune réponse. Sa vie d'avant restait noyée, tout comme la ville autour d'eux. Ce changement était invisible, et pourtant total. Elle n'était plus juste une survivante recueillie par hasard. Elle était un être aimé, perdu. Une mission. Une promesse. Il avait échoué Betty. Il n'échouerait pas Duchesse. Caroline observa ce lien qui se tissait, dense et silencieux. Elle avait vu la lueur de soulagement dans les yeux de Josh, elle ne le jugeait pas. Dans tant de ruines, les êtres humains s'accrochaient à la moindre raison de tenir debout. « Tu l'appelles Hope, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Josh détourna les yeux. C'était la seule chose qui me soit venue quand je l'ai trouvée. Caroline referma son ordinateur, plongeant à nouveau le sanctuaire dans la lumière chaude de la lampe. Alors, pour l'instant, dit-elle en rangeant soigneusement l'appareil, Hope est tout ce qu'on a. Le troisième matin s'ouvrit sur un calme fragile, presque trompeur. La pluie n'était plus qu'un rideau fin, un souffle humide. Pourtant dehors, l'eau montait encore, engloutissant les dernières marches du porche. L'église était devenue une île petite, vulnérable. Une communauté minuscule mais soudée s'y accrochait. Josh, gardien du feu et des murs. Eva, médecin des bêtes et âme épuisées. Caroline, voix du monde extérieur, trait d'union fragile avec la vie d'avant. Ben et Maria, volontaires infatigables, courage discret. Près de l'autel, Josh vérifiait au Duchesse, murmura son esprit qui retrouvait pleinement ses forces. Les chiots grossissaient à vue d'œil, l'estomac bien rond. La chienne poussa doucement sa tête sous sa main, réclamant une attention qui fit naître un sourire dans les yeux de Josh. C'est alors que Caroline interrompit le silence. Penchée sur sa radio satellite, elle semblait devenue de pierre. Eva. Josh, venez. Maintenant. Sa voix avait perdu toute douceur. Ils accoururent. Sur les ondes saturées de parasites, une voix paniquée tremblait. Urgence, rupture du barrage, toutes les zones en contrebas doivent être évacuées, immédiatement, je répète. Caroline leva les yeux vers eux. Et dans ce regard, Josh comprit avant même que les mots tombent. La véritable catastrophe ne faisait que commencer. La voix du haut-parleur claqua comme un coup de tonnerre, tranchant l'air saturé d'angoisse. Ceci n'est pas un exercice. Le barrage auxiliaire de la Haute Trinity présente une défaillance structurelle catastrophique. La rupture est confirmée. Une vague de submersion se dirige vers toutes les zones basses au sud de Trinity Bend. Évacuez immédiatement vers les hauteurs. Il s'agit d'une deuxième vague de crue à un mur d'eau. Dieu nous vienne en aide. Le peu d'air qui restait sembla s'échapper de la pièce. Ce n'était plus une fuite. C'était un raz-de-marée. Eva porta une main à sa bouche, sa voix réduite à un souffle tendu. Le lycée? Trinity Bend High School. Il n'est qu'à 6 rues d'ici, mais c'est le point le plus haut de tout le centre-ville. Josh serra la mâchoire, déjà en mode opérationnel. Combien de temps? Imminent, répondit Caroline, qui bourrait déjà son ordinateur dans son sac. 10 minutes. 15 si on a de la chance. Eva balaya le sanctuaire du regard, chaque cage, chaque vie, chaque espoir tremblant. Une terreur nouvelle, plus profonde, envahit ses yeux.
Les animaux? Mon Dieu! On ne pourra jamais tous les emmener. Josh réagit avant même d'y penser, sa voix sèche et précise, forgée par des années de discipline militaire. On prend ce qu'on peut. Ben. Maria. On arrête de nourrir. On amène toutes les cages près de la sortie latérale. On forme une chaîne humaine. Les petits d'abord. Les chiens peuvent nager si ça devient nécessaire, les chats non. On bouge. En un instant, la paix fragile du refuge éclata en une tempête de cris, de couinements et de métal heurté. Les animaux percevaient tout, la panique humaine devint la leur. Les cages tremblèrent, les aboiements se mêlèrent aux miaulements affolés. On n'a plus de caisse, hurla Eva. Il faut descendre celle du sous-sol. Le problème, le sous-sol était contre le mur sud, celui même que Josh avait essayé de consolider de l'extérieur. Le mur qui avait déjà commencé à céder. J'y vais, cria Ben, s'élançant. Non, coupa Josh. Tu remontes plus vite que moi avec les caisses. Je m'en charge. Il dévala les marches, deux par deux, s'enfonçant dans l'obscurité humide. Le générateur vibrait dans un coin, projetant des ombres instables le long des pierres anciennes. Josh attrapa deux caisses métalliques pliées. Il allait remonter, et alors il sentit un regard. Une présence. Au sommet de l'escalier, immobile, tête baissée, oreille couchée, Hope, la chienne qui l'avait sauvée. Phil, Hope, ordonna-t-il. Va avec Eva. Elle ne bougea pas. Ses yeux fixaient le mur sud. Puis, soudain, elle le dépassa et se posta contre la paroi, grognant d'un son sourd, venu du fond de sa poitrine. Josh soupira, exaspéré. Hope, je n'ai pas le temps. Elle explosa en aboiements paniqués, pas des aboiements d'alerte, non de terreur pure. Puis elle se mit à gratter frénétiquement la base du mur. Les griffes raclèrent la pierre avec un bruit déchirant. Qu'est-ce qu'il se passe? Cria Eva depuis l'escalier. Josh posa sa main contre la pierre, et se figea. Le mur vibrait. Une pulsation profonde, comme un monstre retenu de force derrière cette mince barrière. Il colla son oreille contre la paroi. Le son qu'il perçut n'était plus celui d'un filet d'eau. C'était le grondement, grave et sinistre, d'une pression colossale prête à exploser. Tout le monde dehors, rugit-il. Pas par l'entrée principale. Porte latérale vers le lycée. Ce mur va céder. Il hissa Hope par le collier et remonta en trombe. Dans le sanctuaire, c'était devenu une course infernale contre l'invisible. Les animaux, sanglota Maria, serrant contre elle une cage d'où s'échappaient trois minuscules miaulements. On prend ce qu'on peut porter, hurla Josh. Caroline. Aide-les. Vite. Ils ouvrirent les cages des plus grands chiens, espérant qu'ils suivraient le groupe. Hope mena la charge, mordillant les talons des plus lents, poussant ceux qui hésitaient. Encore un. Josh attrapa deux dernières caisses. Eva s'immobilisa, l'âme fendue en deux. Dans la dernière cage, un chat tigré, maigre, tremblant, trop vieux pour comprendre. Sur son collier, Thomas. Elle avait passé des heures la veille à le rassurer, à lui redonner goût à la nourriture. Eva, cria Josh. On doit partir. Elle tendit la main vers la serrure. Un craquement humide, atroce, retentit sous leurs pieds. Le sol se cambra brutalement. Le monde hurla. Josh se jeta sur Ella, l'arrachant au sol. Elle se débattit, folle de douleur. Thomas. Je l'ai laissé. On n'a plus le temps. Il la poussa hors du bâtiment, juste avant que le grondement ne se transforme en rugissement. Tous couraient, trébuchant dans la boue détrempée, haletant, tirant carrier et laisse. Ils n'osèrent se retourner qu'une fois parvenus au sommet, le parking du lycée. Là, ils virent. Le mur sud ne céda pas. Il disparut. Avalé. Une vague de boue compacte, le flot de la rupture du barrage s'engouffra d'un seul coup dans le sous-sol. Le plancher du sanctuaire s'effondra comme du carton détrempé. Les vitraux volèrent en éclats, projetant leurs couleurs brisées dans l'air. Le clocher chancela, gémit, puis s'effondra dans le fleuve furieux qui avait remplacé la rue paisible. Le refuge n'existait plus. Moins de 10 secondes avaient suffi. Ils restèrent figés sous la pluie fine. Un groupe minuscule perdu dans l'immensité du désastre. Autour d'eux, des cages, des chiens égarés, des respirations tremblantes. Le choc fit vomir Ben. Maria joignit ses mains dans une prière tremblante.
Caroline comptait, vérifiait, s'acharnant à garder une forme de contrôle. Eva, elle, s'écroula. Pas un cri, un effondrement. À genoux sur l'asphalte glacé, ses sanglots se brisèrent comme des vagues contre son propre corps. Thomas. Gémit elle. Je l'ai laissé. Je l'ai abandonné. Ce n'était pas l'église qu'elle pleurait. C'était une seule vie parmi tant d'autres. Et c'était ça, la tragédie la plus humaine. Josh la regarda. Ce visage détruit par la culpabilité. Il le connaissait. Il le portait chaque jour. Il s'assit simplement à côté d'elle, maladroit, mais présent. Aucun mot. Les mots auraient été des mensonges. Sa main se posa sur son épaule. Une encre silencieuse dans l'océan du chagrin. Le gymnase du lycée était une autre forme de chaos. Lumières agressives. Odeur de béton humide et de corps frigorifiés. Le bruit permanent des pleurs, des ordres, des portes qu'on claque. Le petit groupe du refuge tenta de recréer un coin d'ordre, une zone animalière improvisée sur les gradins. Mais quelque chose avait changé et ils n'étaient plus une équipe soudée. Ils étaient perdus dans la foule des survivants. Caroline travaillait sans relâche, tapant à toute vitesse sur son ordinateur. Ben aidait là où on avait besoin. Maria consolait des enfants dont les animaux manquaient encore. Eva, elle, flottait dans un vide douloureux. Son regard se posait encore et encore sur l'endroit où une caisse manquait, celle de Thomas. Et Josh ne faisait rien. À l'église, il avait une mission. Ici, il n'était qu'un homme de plus, fantôme inutile. Il se sentait de nouveau comme ce père qui n'avait pas su sauver son enfant. Alors il se leva. Je retourne dehors. Eva releva la tête, incrédule, les mains encore sur un petit terrier trempé. Quoi? Josh, c'est insensé. Les courants sont infernaux, le barrage. J'ai un bateau. Je sais naviguer. Il y a peut-être des gens comme Thomas, des personnes piégées, des vies encore sauvables. Tu vas mourir. Imploration nue, sans phare. Il secoua la tête. Je ne peux pas rester là à attendre. Il partit sans se retourner, malgré son appel brisé. En bas de la colline, son bateau était amarré aux mâts du drapeau, seul vestige visible du terrain noyé. Il sauta à bord, tira sur le cordon du moteur. Le grondement du deux temps devint sa seule musique. Il se lança dans les rues submergées. Son corps savait quoi faire et les années dans la Navy n'étaient jamais loin. Lire les mouvements de l'eau. Anticiper les pièges. Il gagnait du terrain, jusqu'à ce que le silence s'abatte sur lui. Là, accroché au portail d'une véranda engloutie, une botte jaune. Minuscule. Pour enfants. La même que celle que Betty portait le jour où elle avait été emportée. La même couleur. Le même modèle. Tout se figea. Le moteur. Le vent. La pluie. Le monde entier. Dans son esprit résonna la voix de sa fille, la dernière fois qu'il l'avait entendue au téléphone. On va au parc d'attractions, hein papa? 1000 manèges. Il avait été 10 minutes en retard. 10 minutes. La botte flotta, accusation silencieuse, bouée funèbre. Josh ne sentit plus l'air dans ses poumons. Le monde devint un cercueil liquide. Sa vision se rétrécit jusqu'à ne plus voir que ce jaune. Éclatant ce soleil fantôme d'une vie qu'il n'avait pas réussi à protéger. Il n'était pas un héros. Il n'avait pas sauvé Thomas. Il n'avait pas sauvé Betty. Et dans cette embarcation chahutée. Perdu au milieu d'une ville noyée, Josh eut la certitude la plus terrible de sa vie. Il ne savait pas sauver qui que ce soit. Il avait cru pouvoir fuir la tempête à l'intérieur de lui. Mais le flot de sa culpabilité rattrapait toujours sa barque. Ses mains agrippées au gouvernail se mirent à trembler de façon incontrôlable. Il se sentait lâche. Menteur. Traître à ses propres promesses. Dans un souffle brut, presque un sanglot étranglé, Josh tira brutalement sur le gouvernail et fit pivoter le bateau en un arc si imprudent que la coque manqua de se retourner. Il poussa le moteur à fond, fonçant en sens inverse, sans aucune considération pour les toits submergés contre lesquels son sillage venait se fracasser. Il ne voyait plus rien. Il ne pensait plus à rien. Il voulait juste quitter l'eau avant qu'elle ne le dévore une fois de plus. Lorsqu'il atteignit la butte du lycée, le dernier bout de terre émergeait et il s'amarra tant bien que mal.
ses doigts engourdis peinant à serrer le nœud. Il escalada la pente à toute allure, fuyant les regards, fuyant la question que Ben, abasourdi, lui lança, « Josh. Tu as trouvé quelqu'un ?» Il ne répondit pas. Il ne retourna pas au gymnase. Il ne pouvait affronter l'espoir dans les yeux d'Eva. Ni le regard observateur de Caroline, toujours prête à capturer le moment. Il ne pouvait. Surtout pas affronter son propre échec. Dans un couloir désert, il aperçut une petite porte entr'ouverte, un placard de concierge. Il se glissa à l'intérieur et referma derrière lui. L'obscurité l'avala entière. Il se laissa tomber au sol, recroquevillé contre lui-même, ses bras serrés autour de ses jambes, grelottant sous le poids écrasant de sa honte. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là, 1 heure, peut-être 2, à écouter seulement les battements affolés de son propre cœur. Puis un son nouveau se fit entendre. Un léger grattement contre la porte. Il l'ignora d'abord. Probablement un rat. Ou quelqu'un qui passait. Le bruit cessa un instant, puis reprit, plus insistant. Il fut suivi d'un gémissement étouffé. Un son plaintif, presque suppliant. Une masse lourde se posa contre le battant, faisant vibrer le bois. Ses doigts tremblants cherchèrent la poignée. Il entr'ouvrit la porte, et un museau froid s'y glissa immédiatement. Puis une tête. Puis, dans un souffle d'eau et de fourrure, la silhouette puissante d'une chienne gris et blanc prit place face à lui. Duchesse. Sa rescapée. Sa fidèle. Son ancre. Elle avait suivi son odeur depuis le gymnase, guidée par quelques besoins instinctifs que ni les mots ni la raison n'expliqueraient jamais. Elle ne jappa pas. Ne bondit pas. Elle se contenta de le regarder. De ses yeux profonds et lucides. Dépourvue du moindre jugement. Elle vit son visage blême, sa sueur glacée, le tremblement incontrôlable de ses mains. Alors elle entra dans le placard, tourna une fois sur elle-même et se laissa tomber, tout son poids chaud appuyé contre ses jambes. Doucement, elle poussa de son museau sa main vers elle. Le contact, humide et réel, arracha un souffle que Josh semblait retenir depuis 5 longues années. Il posa sa main sur sa tête. Sa fourrure était trempée, mais son existence, elle, était solide. Il enfouit son visage dans son cou, s'y accrochant comme à la seule certitude encore possible. Elle n'était pas un souvenir. Elle n'était pas un échec. Elle était là. Vivante. Présente. Et elle ne savait rien de ses promesses brisées, de son passé noyé. Elle savait seulement qu'il avait besoin d'elle. Elle aussi avait perdu un petit dans ses eaux cruelles. Elle savait ce que c'était, l'absence qui mord. Dans le noir, elle était venue lui dire qu'il n'était pas seul. Ils restèrent ainsi longtemps. Jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent, jusqu'à ce que la glace qui scellait ses poumons fonde enfin. Le lendemain matin, Josh entra dans le gymnase. Le regard d'Eva et celui de Caroline s'accrochèrent à lui, serrés d'inquiétude. Mais cette fois, il ne portait plus cette expression vidée qui faisait de lui un fantôme. Sa voix fut brève, posée. « Je repars. » Eva pâlit. « Josh, pas encore. Pas seul. » Il secoua la tête. « Je ne suis pas seul. » Il sortit, et Hopcar Duchesse était devenu Hop trottait à son pied. Que levé, comme un étendard de courage retrouvé. Au bateau, il vérifia le carburant, le moteur, chaque détail comme un rituel de reprise de contrôle. La chienne attendait, immobile, attentive. « Tu viens avec moi, dit-il. » Il tapota le fond de l'embarcation. Elle bondit d'un seul mouvement gracieux. Il démarra. L'eau restait traîtresse, la dérive toujours dangereuse, mais il n'était plus prisonnier de sa peur. Hope se tenait au bot, les pattes solides, le museau levé vers l'orage. Elle n'était pas une passagère. Elle était son équipière. Lorsqu'ils dépassèrent le quartier où flottait encore une botte jaune, un souvenir qui protégeait sa culpabilité comme un éclat de verre sous la peau, le passé tenta de se frayer un chemin dans sa gorge, mais Josh se contenta de serrer le gouvernail et de suivre la direction indiquée par Hope. 1 heure plus tard, en longeant des pavillons engloutis, la chienne se raidit soudain. Ses oreilles dressées, elle aboya une seule fois. Un aboiement chargé de certitude. Elle fixait une maison à moitié effondrée, son évent de grenier juste au-dessus de la ligne d'eau.
Josh coupa le moteur. « Il y a quelqu'un » cria-t-il. Un silence lourd, puis une voix, trop faible pour appartenir au désespoir. « Aidez-nous, je vous en prie, ma femme, mon enfant. » À coups d'une petite hache, Josh fracassa les planches détrempées. Il extirpa un jeune couple, et leurs bambins, figés dans une stupeur glacée, l'eau léchant déjà leurs pieds. Dans le bateau, la mère tremblait en serrant son petit contre elle. Hope, mission accomplie. Se coucha près du garçonnet et lui lécha doucement la main. Une chaleur contre le froid. Le cœur de Josh battait à nouveau au rythme du monde. Pas celui de la panique. Celui du possible. Quand il pénétra dans le gymnase avec les rescapés, un murmure se propagea dans la salle. On ne voyait plus le solitaire hanté du premier jour. On voyait un homme qui avait affronté les flots et en avait ramené la vie. Hope marchait près de lui, son poil collé par l'eau mais sa démarche pleine d'assurance. Elle était désormais une sauveteuse. Reconnue par tous. Une alliée. Caroline, depuis les gradins, sentit son appareil photo glisser de ses mains. Elle vit dans les yeux de la jeune mère qu'on venait de sauver une reconnaissance muette. Presque sacrée. Elle surprit la voix stable de Josh qui donnait des informations au commandant de la garde nationale, son doigt pointant une carte. Et elle vit ensuite ce qui lui fendit le cœur. Josh allant d'abord vers le coin des animaux. Eva leva les yeux. Le deuil de Thomas, son vieux chat perdu, avait laissé des sillons humides sur ses joues. Josh s'agenouilla près du petit enclos. Jouet Scout et Ambé, les chiots de Hope. Deux boules de vie rescapées du chaos. Hope les rejoignit aussitôt, les léchant avec une tendresse presque féroce. Josh posa sa main sur son dos. Un homme qui avait plongé dans les eaux de son traumatisme pour sauver d'autres vies. Un homme qui avait retrouvé un pas en avant. Caroline comprit, alors, ce qu'elle n'avait pas vu malgré son métier. Depuis 3 jours, elle photographiait des ruines, ponts arrachés, maisons noyées, l'enfance engloutie avec le toit bleu de sa grand-mère. Elle pensait documenter la fin de Trinity Bend. Mais la véritable histoire n'était pas la chute. C'était la résistance. Elle se leva. Pas pour prendre une photo. Elle l'avait déjà, celle, prise dans l'église, avant la deuxième vague. Où Josh était assis sur les marches de l'autel, sa main posée sur la tête de Hope, le chagrin et la force fusionnés dans un même silence. Elle s'installa près de son matériel satellite et ouvrit son ordinateur. Elle ignora le modèle d'article sur les catastrophes. Elle ouvrit une page blanche. Et elle écrivit. Elle écrivit sur le son de l'eau qui ne cesse jamais. Sur les pertes invisibles. Sur les fantômes des inondations passées. Elle écrivit sur Josh, un ancien marin, naufragé vivant de sa propre histoire. Elle écrivit sur Hope, duchesse de son nom administratif, mais porteur d'un autre destin, celui de devenir l'espoir d'un homme. 2 âmes brisées ayant subi la même morsure du courant, et qui maintenant tiraient d'autres êtres hors de la noyade. Une arche à 2. Elle écrivit aussi sur Eva, vétérinaire debout au milieu des décombres, continuant de soigner, de nourrir, de protéger, même quand son propre monde dérivait loin d'elle. Elle était l'obstination du cœur de Trinity Bend. Caroline donna un titre simple à son article. L'histoire de Trinity Bend. Elle joignit la photo du vétéran et de la chienne. Puis elle écrivit à son rédacteur en chef. Celui qui réclamait depuis des jours des clichés spectaculaires. Mike, oublie le spectacle de la tragédie. Voilà la vraie histoire. Publie-la. Elle envoya l'email. Le modem satellitaire vrombit. Clignota, hésita, puis confirma l'envoi. Caroline se laissa aller contre le mur, vidée, mais enfin certaine d'avoir fait son travail. Le bon. Celui qui montre qu'au milieu du désastre, l'humanité. Elle aussi, sait nager. Caroline avait accompli sa mission. Elle avait raconté leur vérité, et la sienne. Pendant 1 heure, rien ne se produisit. Le silence s'étirait comme une attente suspendue dans l'air. Puis, soudain, son téléphone satellite lourd, robuste, cabossé par l'usage vibra sur la table. Un message de Mike. Caroline, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Où sont les données sur les dégâts? Les doigts de Caroline se crispèrent sur l'appareil. La colère monta, vive, incontrôlable, et elle commença à taper une réponse sèche mais une nouvelle notification coupa net son élan. Je viens de tout lire.
Mon Dieu, Caroline. Encore un message, précipité. C'est le meilleur article que tu aies jamais écrit. Je le publie tout de suite. À la une. Je remplace le rapport de la FEMA. Caroline expira enfin, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Elle ferma les yeux un instant, le cœur lourd de soulagement. Son article fut mis en ligne sur le réseau national à 15 heures. Et à 16h30, dans le gymnase de l'école, un premier miracle se produisit. Le téléphone personnel d'Eva, muet et inutile depuis 3 jours, émit un bip timide. Une seule barre de réseau venait de renaître grâce à une tour mobile d'urgence. Eva fronça les sourcils, surprise. « C'est une notification de paiement », murmura-t-elle. « Fonds pour les animaux de Trinity Bend $100. Une erreur, sûrement, grommela Ben en alignant des boîtes de conserve. Mais le téléphone bipa encore. Puis encore. Et encore. Eva, souffla Caroline, les yeux collés à son ordinateur. Elle venait d'ouvrir l'article sur la plateforme nationale, le compteur de partage tournait si vite qu'il ressemblait à une jauge de gaz en surpression. 1000, 5000, 20000, et ça continuait. C'est l'article. Il explose. Le téléphone d'Eva se mit à vibrer sans interruption, un véritable torrent de notifications. Des dons affluaient de partout dans le pays. Encore un, sanglota Eva. Oregon 5 cents. Mon Dieu, un autre? New York. Josh, endormi sur un lit de camp, son premier vrai repos depuis des jours, se réveilla au bruit. Il vit Eva à genoux, le téléphone tremblant. Sa main, les larmes courant sur ses joues. Mais ces larmes-là n'étaient pas nées du chagrin. Caroline avait les yeux brillants. « Le monde voit ton combat, Josh, dit-elle. Il vous voit. Il la voit. » Hope, la chienne, sentit la magie du moment et posa doucement sa tête sur les genoux de Josh, comme si elle voulait lui dire, « Tu vois ? Tout ça a compté. » Trinity Bend n'était plus seul. À 200 miles plus au sud, le centre de convention George R. Brown de Houston abritait un monde entièrement différent, un océan de lumière froide, d'écho et de survie. Des milliers de lits de camp, alignés en rangées impeccables, une organisation presque cruelle tant elle révélait l'ampleur de la détresse humaine. L'air sentait le désinfectant, le café instantané et la peine collective. Tyler Adams s'assit au bord d'un lit FEMA, tournant le dos au passage, tentant de créer un coin d'intimité pour son fils. Ouvrier de ses mains, 35 ans, solide normalement, mais vidé aujourd'hui. Les yeux rouges, perdus. Une chemise trop grande donnée par une association, un jean raide de boue séché, voilà ce qu'il lui restait. À côté de lui, Daniel, 8 ans. Plus petit encore depuis que le trauma avait refermé son monde sur lui-même. Il se recroquevillait sur le lit, noyé dans un sweat trop grand. Il ne parlait plus. Pas depuis que l'hélicoptère des gardes-côtes les avait arrachés du toit de leur pick-up. Pas depuis qu'il avait vu sa mère, entraînée sous l'eau juste devant eux. Tyler avait tout essayé, parler. Supplier, serrer son fils, se taire. Rien. Daniel était enfermé, prisonnier d'un hurlement intérieur. Une bénévole de la Croix-Rouge avait confié une tablette à Tyler, une tentative d'offrir une distraction à l'enfant. Mais Daniel restait immobile. Alors, Tyler naviguait sans but, cherchant à ressentir quelque chose d'autre que l'écrasante douleur de son silence. Il faisait défiler les images de son monde englouti lorsque son regard accrocha un titre différent. L'histoire de Trinity Bend. Il cliqua. Il lut. Il découvrit l'église transformée en refuge. La docteure épuisée. Prête à mourir pour ses animaux, qui pleuraient un chat disparu. Il sentit sa gorge se serrer et il comprenait trop bien la douleur de perdre un être à 4 pattes. Puis il lut sur Josh, un vétéran hanté, qui avait échoué à sauver la vie la plus précieuse qu'il aimait. Et il lut ceci. Une chienne berger allemand, mère endeuillée elle aussi. Son nom officiel est Duchesse. Mais pour l'homme qui l'a sauvée, elle est Hope. Le souffle de Tyler se bloqua. Son cœur, qu'il croyait tourner en pierre, se fissura d'un coup. Duchesse, murmura-t-il. Les mains tremblantes, il chercha la photo. Et il la vit. Gris et blanc. Le museau qu'il connaissait par cœur.
La tête posée près de la main d'un homme barbu. Sa chienne. Son bébé. La compagne de nuit de Daniel. Il avait cru qu'elle aussi s'était noyée. Comme sa femme. Comme sa vie. Mais non. Une part de leur monde subsistait encore. Des larmes brûlantes montèrent. Danny, souffla-t-il. Danny, mon garçon. Le petit ne répondit pas. Tyler bondit, tenant la tablette contre lui comme une bouée. Il courut jusqu'au bureau administratif où une femme d'âge mûr, Sandra bénévole Fema, leva les yeux, surprise. Madame? Dit-il d'une voix brisée. Cet article, cette chienne. C'est la mienne. Elle s'appelle Duchesse. Elle le fixa. Elle vit l'espoir brut dans ses yeux, un espoir terrifiant, fragile, déchirant. Elle prit son téléphone satellite. Les protocoles, l'efficacité reprirent le dessus. Je contacte le journal, dit-elle. Coup de fil. Transfert. Mise en attente. Oui. C'est au sujet de l'article de Caroline Johnson. Le survivant affirme que la chienne est la sienne. Il est avec son fils. Vous pouvez la joindre à Trinity Bend? Oui. Merci. La liaison bascula. Des grésillements. Puis une voix. Ici Caroline Johnson. Dans le gymnase, elle, Josh et Eva fixaient le téléphone, incapables de respirer. Il veut faire un appel vidéo, dit Caroline d'une voix tremblante. Josh sentit une lame glacée lui traverser la poitrine. L'échéance. La fin de leur histoire commune. Il posa la main sur la tête de Hope. Faites-le, murmura-t-il. Caroline installa la connexion. À Houston, Sandra tendit la tablette. L'image se stabilisa. 3 visages apparaissaient, exténués, mais présents. Monsieur Adams, dit Caroline avec douceur. Voici la docteure Sandoval. Et voici Josh. Est-ce qu'elle va bien? Bredouilla Tyler. Elle est juste là, répondit Josh. Il attira Hope vers l'écran, se pencha pour la présenter. La grande chienne releva les oreilles. Intriguée. Duchesse, oh ma fille, laissa échapper Tyler dans un sanglot presque animal. Eva chercha ses mots, émue au-delà du professionnalisme. L'article mentionnait que vous aviez été séparés de votre famille. Tyler hocha la tête, le visage dévasté. Ma femme. Sarah. L'eau. Elle n'a pas survécu. Reste que moi. Et Daniel. Mon garçon. Dans le gymnase, les 3 spectateurs furent transpercés. Daniel, continua-t-il. Il a tout vu. Il n'a pas parlé depuis 3 jours. Il aimait Duchesse. Elle dormait sur son lit chaque nuit. Peut-il la voir? Bien sûr, répondit Josh. Aussitôt. Tyler s'assit près de son fils. Danny. Regarde. C'est Duchesse. Notre fille. Rien. L'enfant restait figé. Alors Josh guida Hope vers la caméra. Il murmura. Parle, ma belle? Hope poussa. Un léger ouf, puis un petit gémissement interrogatif, la tête penchée. Ce son simple déchira les murs du silence. Daniel tourna lentement la tête. Ses yeux s'ouvrirent, étonnés, perdus. Et il vit son chien. La barrière céda. Josh attrapa alors 2 petites formes scoutées en baie qu'il plaça dans le cadre. Elle a eu des bébés, Daniel, dit-il avec une douceur infinie. Elle les a sauvés, comme on vous a sauvés. L'enfant trembla. Son visage se contracta. Puis un tout petit son. Rugueux. Brisé. Duche. Duchesse, répéta Tyler, tremblant. L'enfant éclata. Pas en pleurs. En un torrent de douleur libérée. Tyler laissa tomber la tablette, agrippa son fils, et tous 2 s'effondrèrent pleurant ensemble, enfin. Dans le gymnase. Eva sanglotait. Caroline aussi. Josh, lui, restait immobile, la douleur et l'amour mêlés dans son regard, sa main posée sur la tête de Hope. Il comprenait maintenant. Ce qu'il avait fait avait compté.
Il avait tenu une promesse pour cet enfant. Mais il savait aussi que son heure avec elle touchait à sa fin. Lorsque l'écran s'éteignit, la lumière du gymnase sembla soudain trop crue. Le silence trop vaste. Les émotions trop lourdes. Il vient dès que les routes s'ouvrent, dit Caroline. Il ne veut rien récupérer, sauf elle. Josh baissa les yeux vers Hope. Cette chienne qui l'avait sorti de son propre gouffre. Cette survivante qui lui avait rendu un sens. Et le poids du futur lui écrasa la poitrine. Le visage de Betty lui revint. Sa petite botte jaune. Le placard où il s'était terré dans la honte. Puis il revit Daniel. Ce petit visage ravagé. Et il sut. Il se leva. S'approcha de l'ordinateur. Rappelez-les. Dit-il d'une voix rauque. Juste une seconde. Caroline s'exécuta. Le visage de Tyler réapparut. Daniel, serré contre lui, essuyait encore ses larmes mais ses yeux étaient de nouveau vivants. Josh se pencha vers la caméra, plongea son regard dans celui du garçon. Daniel, dit-il, la voix cassée. Je m'appelle Josh. Et je sais que tu as traversé l'enfer? Josh resta un moment immobile. Le téléphone encore en main, les mots de l'enfant gravés dans son esprit. Il venait de faire une promesse sacrée, pas une promesse vague ou légère, mais une qui se plante profondément dans la poitrine et y prend racine. Il avait juré à un petit garçon en larmes qu'il protégerait Duchesse, qu'il veillerait sur Scout et Amber, qu'il les garderait en vie, quoi qu'il en coûte. Il avait donné sa parole. Et pour la première fois depuis longtemps, une promesse ne ressemblait plus à un rappel de son échec passé, mais à une raison de se tenir droit. Les jours qui suivirent furent une guerre différente de celle qu'il connaissait. L'eau, qui avait envahi Trinity Bend dans une rage primitive, reflua lentement, presque à contre-cœur, comme un monstre quittant sa proie, laissant derrière lui les cicatrices de son passage. Elle ne rendit pas la ville propre. Elle la laissa défigurer une épaisse croûte de boue grise, toxique, malodorante, recouvrant chaque rue. Chaque maison, chaque souvenir. Le bruit de Trinity Bend n'était plus celui du fleuve déchaîné. C'était celui des générateurs, des tronçonneuses, du métal qui se tord, des murs qu'on arrache. Des vies qu'on tente de redresser pièce par pièce. Le gymnase du lycée restait le cœur battant de la survie. Les réfugiés humains, peu à peu, étaient déplacés par la FEMA. Mais les animaux, eux, affluaient de partout. À mesure que les équipes de secours atteignaient les zones jadis submergées, elles ramenaient des survivants à quatre pattes, tremblants et perdus. Eva, désormais portée par un élan inimaginable, transformée par la réponse nationale colossale qu'avait engendré l'article de Caroline, n'était plus cette femme épuisée, au bord de l'effondrement. Elle était devenue une commandante de terrain à voix forte, gestes assurés, ice brûlante d'un but. Toute sa peine pour Thomas s'était métamorphosée en un engagement féroce et infatigable. Mais Josh, lui, avait un seul objectif, protéger Duchesse et ses petits. On lui avait proposé un lit de camp. Il l'avait refusé. Il dormait à même le sol des gradins, juste devant leur enclos, comme une sentinelle qui ne quitte jamais son poste. Il les nourrissait, les sortait, surveillait chaque respiration, chaque signe de fatigue ou de jeu trop brusque. Sa concentration ne fléchissait jamais. Les chiots grandissaient. Scout et Amber n'étaient plus des fragments de vie tremblants et aveugles. Ils devenaient de petits ouragans de joie, maladroits, les pattes trop grandes pour leur corps. Mordillant tout ce qu'ils trouvaient, roulant l'un sur l'autre, leurs jappements aigus se répercutant dans le gymnase. Duchesse, elle, avait retrouvé sa pleine vitalité. Son pelage gris et blanc brillait sous la lumière crue des néons. Elle était magnifique, noble, presque royale. Et pourtant, elle restait constamment aux côtés de Josh. Une ombre fidèle, une compagne silencieuse qui éloignait les spectres de son passé. Il tenait parole. Il tenait la parole qu'il avait donnée à un enfant, et celle qu'il n'avait jamais pu tenir à sa propre fille. Puis arriva un mardi, insupportablement ensoleillé, comme si le ciel se moquait de la ville dévastée en l'inondant d'une lumière trop vive. Caroline le trouva près du terrain de football, occupé à faire courir les chiots. Dans une zone sèche. Les routes depuis Houston sont enfin ouvertes, lui annonça TL doucement. Je pars demain. Je reviens le jour suivant. Inutile d'en dire plus.
Josh hocha simplement la tête. Le jour approchait. Pendant 36 heures, il se consacra à un rituel silencieux d'adieu. Il baignait les chiots, brossait Duchesse jusqu'à faire luire chaque mèche de son pelage. Il leur parlait. Leur murmurait des mots que personne ne devait jamais entendre, des mots sur Daniel, sur leur père, sur l'avenir qui les attendait. « Tu rentres à la maison, ma belle » souffla-t-il en enfouissant son visage dans le cou de la chienne. « Tu rentres à la maison. » Le jour de la réunion, le gymnase avait été vidé. Eva voulait qu'ils aient de l'espace, de la dignité. Les grandes portes s'ouvrirent. Caroline entra la première. Puis Tyler Adams. L'homme était propre, rasé, habillé correctement, mais son regard le trahissait. La douleur l'avait creusé, alourdi. Il avançait comme si la pesanteur du monde était accrochée à ses épaules. Sa main serrait celle de Daniel. Le garçon était si petit. Trop petit pour tant de chagrin. Ses nouveaux vêtements ne pouvaient masquer son visage pâle. Ses yeux vides, sa respiration qui semblait hésiter avant chaque mouvement. Il ne regardait rien. Comme s'il ne croyait plus à l'existence du monde. Josh se tint près de l'enclos. Son cœur cognait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. C'était l'aboutissement. L'accomplissement. Et pourtant, il avait peur d'espérer, peur de perdre, peur de sentir trop. À côté de lui. Duchesse se figea soudain. Elle redressa la tête, renifla l'air. Un petit gémissement interrogateur vibra dans sa gorge. Elle les avait sentis. Duchesse, souffla Tyler, sa voix se brisant. En entendant son nom prononcé par l'homme qu'elle aimait, la chienne perdit toute hésitation. Elle aboya un cri aigu, joyeux, irrépressible puis sa queue s'agita si vite qu'elle semblait vouloir s'envoler. Daniel leva brusquement la tête. Son regard rencontra celui de Duchesse. Le monde s'arrêta. Dans ses yeux d'enfant, quelque chose se fissura. La glace, la peur, le silence, tout céda d'un coup. Il lâcha la main de son père. Josh se raidit, prêt à intervenir, mais l'enfant ne bougea pas. Il tremblait. Comme s'il craignait qu'en avançant, tout disparaisse de nouveau. Duchesse, elle, n'attendit pas. Elle traversa le gymnase à toute vitesse, mais elle freina juste avant d'arriver jusqu'à lui, comme si elle savait que la brutalité pourrait briser ce fragile miracle. Elle se glissa tout contre lui, léchant doucement ses doigts, posant sa tête sous son menton pour l'obliger à la regarder. « Duchesse » murmura Daniel. Ce n'était qu'un souffle, fragile. Fêlé, mais c'était une voix. Sa voix. Puis il tomba à genoux, et ses bras s'enroulèrent autour du cou de la chienne avec la désespération d'un naufragé qui retrouve enfin la terre ferme. Et, pour la deuxième fois depuis la mort de sa mère, il pleura. Mais ces larmes-là n'étaient pas celles du désespoir. Elles étaient celles d'un barrage qui cède, d'une douleur qui trouve enfin un chemin vers la guérison. « Tu m'as manqué » sanglota-t-il. « Tu m'as tellement manqué. » Tyler s'effondra à côté de son fils, ses mains se joignant aux mains minuscules du garçon dans le pelage trempé de larmes. Leur chagrin commun se mélangea à la joie brute du retour. Trois êtres, redevenant famille au centre d'un gymnase silencieux. De loin, Caroline et Eva pleuraient sans essayer de se cacher. Josh, lui, restait seul. Témoin immobile d'un miracle. Son cœur se serrait douloureusement, mais c'était une douleur belle et vive, une douleur qui prouvait qu'il était encore capable d'aimer. Il avait réussi. Il avait protégé cette famille. Il avait rendu l'impossible possible. Il avait offert à Daniel ce qu'il n'avait pas pu offrir à Betty. Et soudain, il se sentit vide. Absolument, terriblement vide. La mission était terminée. Lorsque Tyler et Daniel se relevèrent enfin, les doigts enfoncés dans le pelage de Duchesse, Tyler leva les yeux et croisa ceux de Josh. Il s'approcha, vacillant presque. Et l'enlaça brutalement d'un bras, comme s'il avait peur que l'homme disparaisse. « Je n'ai pas les mots » dit-il d'une voix étranglée. « Tu as sauvé ma famille. » Josh hocha la tête, maladroit. « Je suis juste heureux qu'il soit en sécurité » répondit-il d'une voix étouffée. Il força ensuite ses gestes dans une mécanique presque militaire. Ouverture de l'enclos. Appel des chiots. Compte rendu rapide des soins, des vaccins, de l'alimentation.
Tout pour éviter de sentir. Scout et Ambé se ruèrent vers leur mère et vers leur petit humain, couvrant Daniel de l'échouille et de jappements. Le rire humide de l'enfant s'éleva dans l'air, un son presque sacré. C'était la fin. Josh recula d'un pas. « Bon, je vais vous laisser vous retrouver, dit-il. Il se retourna. Il allait partir. Revenir à sa solitude. À son île. À sa vie suspendue. Attends. Tyler venait de prononcer ce mot avec une urgence brute. Josh s'arrêta. Où est-ce que tu vas? Chez moi. Oh, à ma cabane. Sur la colline. Non, Josh, tu ne peux pas simplement les déposer ici et t'en aller. Tu ne peux pas les quitter comme ça. Josh battit des paupières. Ils n'ont plus besoin de moi. Duchesse appartient à Daniel. Et Daniel appartient à son père. Ma tâche est terminée. Ma femme est morte, lâcha Tyler, et ses mots tranchèrent l'air comme une lame. Notre maison n'est plus qu'une ruine, de la boue et des planches brisées. Il ne me reste rien. Rien sauf un bon d'hôtel de la FEMA, 3 chiens, et un petit garçon traumatisé qui vient juste de retrouver sa voix. Je pars de zéro. Zéro total. Je suis dépassé. Josh le fixa. Il reconnut dans ses yeux cette fatigue profonde qu'il avait vue chez Eva, et qu'il connaissait intimement. Je suis terrifié, poursuivit Tyler. Je dois reconstruire une vie. Seul. Et je dois m'assurer qu'il aille bien. Je ne peux pas y arriver sans aide. Il inspira avec difficulté. Je ne peux pas juste te prendre Duchesse et m'en aller. Pas vraiment. Elle t'aime. Il t'aime. Duchesse, comme pour confirmer, s'était approchée de Josh. Elle se tenait contre sa jambe, sa chaleur solide ancrée en lui. Elle était auprès de sa famille. Mais elle vérifiait encore son partenaire. Tu es son ami, murmura Tyler. Et Daniel va avoir besoin de tant de choses. Je ne peux pas tout faire seul. Je reste ici, à Trinity Bend. C'est le dernier endroit où Sarah était vivante. Je dois rester. Je veux reconstruire ici. Ses yeux se remplirent d'une détermination tremblante. Je te le demande, ne disparais pas. Ne sois pas un étranger. Sois là. Pour eux. Pour moi. Je ne te demande pas la charité. Je te demande une alliance. Reste. Aide-moi. Aide-le. Aide-nous. Josh resta pétrifié. Lui, l'homme brisé que tout le monde évitait. Lui, le fantôme du haut de la colline. Voilà qu'on lui demandait de rester. Qu'on lui demandait d'être utile. Qu'on lui demandait d'être aimé. Il regarda Daniel. Le garçon le fixait, ses yeux encore humides, mais remplis d'une lueur fragile, une lueur d'espoir. Il regarda Duchesse, appuyée contre lui, affirmant quelque chose sans un son. Il regarda Tyler, un homme tout aussi abîmé que lui qui ne cherchait ni pitié ni miracle, seulement un compagnon de route pour survivre. Josh avait passé 5 ans à fuir les liens humains, persuadé que tout ce qu'il touchait finissait par sombrer. Mais ces derniers jours lui avaient offert une vérité qu'il n'avait jamais espérée, il pouvait encore sauver quelqu'un. Il pouvait encore compter. Et surtout, il n'était plus seul. Il y a une vérité vitale, terrifiante, que Josh avait dû affronter, lorsqu'il était seul, il se sentait irrémédiablement brisé, un homme incapable de se relever. Pourtant, la solitude n'était plus son unique horizon. Il avait trouvé, à travers le regard d'un enfant, une raison de rester debout. Il avait observé Tyler, ce père meurtri qui s'accrochait à l'amour de son fils comme à une bouée, et Josh avait hoché doucement la tête, un geste calme, lourd d'un engagement qu'il était enfin prêt à tenir. D'accord, avait-il murmuré d'une voix rauque. Je peux aider. 4 mois passèrent. Fin octobre arriva avec son air vif, ces matins où la rosée brillait comme du verre brisé sur les herbes, et ces après-midi baignés d'une lumière dorée. La pluie et la boue n'étaient plus qu'un souvenir alourdi de chagrin. Trinity Bend respirait de nouveau. Là où, jadis, régnait le vacarme oppressant des machines de secours. Des larmes, on n'entendait désormais que les coups réguliers des marteaux, les cris joyeux des enfants redécouvrant leur quartier, et le murmure serein du fleuve revenu dans son lit.
L'école secondaire qui dominait la ville avait été transformée. Au sommet de la colline, un bâtiment simple mais fonctionnel avait été construit grâce aux dons et à la générosité déclenchée par les articles bouleversants de Caroline Johnson. Elle avait raconté la renaissance de Trinity Bend avec la même intensité que celle qu'elle avait mise à exposer son désespoir. Et cette fois-ci, son récit apportait lumière et mouvement. Le nouveau centre s'appelait désormais la nouvelle havre animale de Trinity Bend. À l'intérieur, la docteure Eva Sandoval supervisait les soins de ses pensionnaires avec une énergie débordante. Les ombres qui jadis rongeaient son regard avaient disparu non parce qu'elle avait tout surmonté, mais parce qu'elle avait trouvé un but qui lui donnait la force d'avancer. La souffrance l'avait rendue fragile, puis forte, puis utile. Sur le sol d'une salle de socialisation, Josh était assis en tailleur, portant une chemise en flanelle propre et un jean sans la moindre trace de boue. Entre ses mains, un biscuit pour chien qu'il tendait patiemment à un petit bigle croisé, tremblant comme une feuille. L'animal, récemment sauvé d'une maison où trop de bêtes vivaient entassées, observait cet homme silencieux qui, par sa seule présence, dissipait la peur. Allongé à ses pieds, Hope la fidèle compagne qu'il avait sauvée du déluge avait adopté une posture tranquille, sentinelle de sérénité. Sa respiration lente et régulière rassurait le bigle plus sûrement que n'importe quel mot. Josh avait trouvé sa place. Il était devenu le pilier doux du refuge, celui qui comprenait mieux que quiconque le langage silencieux des traumatismes. Il savait attendre. Il savait écouter sans imposer. Il savait que la guérison commence parfois par un simple geste de confiance. « Tu as vraiment un don », fit remarquer Eva en consultant un dossier. Josh haussa légèrement les épaules. « Je suis juste calme. » Ton calme, répliqua-t-elle avec un sourire, a permis de sociabiliser 12 chiens qu'on croyait irrécupérables. Elle s'interrompit, puis ajouta avec malice. D'ailleurs, Caroline passe la semaine prochaine pour faire un reportage, 1 an après le déluge. Elle voudrait t'interviewer. Josh fit une grimace immédiatement. Dommage, je serai sûrement très occupé. Eva éclata de rire et Josh ne fut plus surpris par ce son. Il avait appris à le reconnaître, c'était le rire d'une personne qui recommence à croire au lendemain. Va-t'en, ordonna-t-elle. Gentiment. Tu as déjà assez travaillé pour aujourd'hui. Va retrouver ton garçon. Josh sourit en se levant. Hope s'étira avec dignité, puis le suivit jusque dehors, la queue haute comme un drapeau de victoire. Le pick-up qui l'attendait dehors n'était plus celui, couvert de boue, qui avait survécu à la tempête. Josh l'avait soigneusement réparé, nettoyé. Presque reconstruit. C'était comme lui désormais, marqué, mais debout. Il descendit la colline, non pas vers son ancienne cabane, qui ne lui servait plus que de refuge occasionnel. Ce lieu n'était plus une tombe où son passé l'emprisonnait, mais il n'était pas non plus un foyer. Le foyer se trouvait ailleurs. Il roula jusqu'à un petit quartier de maisons préfabriquées financées par l'aide fédérale. Sous les derniers feux du soleil, leur façade colorée ressemblait à un village de jouets, encore fragile mais plein de promesses. Il stationna devant une maison bleue. Il n'eut pas le temps d'éteindre le moteur avant que la porte d'entrée ne s'ouvre violemment. Josh. Enfin. Tu es en retard. Daniel surgit, toute l'énergie vive de ses 9 ans propulsée vers l'extérieur. L'enfant qu'il avait connu silencieux, pétri de peur et de chagrin, brillait maintenant d'une vie retrouvée. Son sourire suffisait à faire fondre n'importe quelle nuit. Derrière lui, 2 jeunes bergers allemands scouts et en B bondirent joyeusement, grandissant trop vite, toujours maladroits, débordant d'amour à donner. Ils tournèrent autour du pick-up, sautillant, aboyant. Saluant Hope qui les accueilla avec l'autorité bienveillante d'une mère. Daniel s'élança vers Josh, mais ce fut Hope qu'il serra d'abord dans ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure douce. Sur le perron, Tyler les observait en essuyant ses mains sur un torchon. Son sourire était franc, encore cerné par les traces du deuil mais ses marques n'étaient plus des chaînes. Elles n'étaient que le souvenir d'un amour immense. « T'es encore en retard » lança-t-il, comme son fils. Il leva une bière en signe d'accueil. Josh monta les marches du perron, attrapa la bouteille. Fraîche. Je me suis fait coincer au refuge, répondit-il avec un demi-sourire. Il s'installa sur une chaise en bois. Hope s'allongea aussitôt sur ses pieds, comme si elle veillait à ce qu'il ne
Repartent jamais trop loin. Les jeunes chiens se roulaient dans l'herbe tendre tandis que Daniel s'improvisait arbitre de leurs bêtises, éclatant d'un rire clair à chaque cabriole. Josh respira profondément. Il y avait le murmure de discussions venant des maisons voisines. Des grillades sur un barbecue. Des musiques provenant d'une fenêtre entr'ouverte. Des vies qui continuaient. Des cœurs qui réapprenaient à aimer le monde. Il tourna son regard vers l'horizon. Là-bas, juste visible entre les toits, le fleuve scintillait comme un ruban d'argent, paisible, humble. Enfin remis à sa juste place. L'eau n'était plus un monstre. Elle n'était qu'un élément du paysage. Josh pensa à Betty. Cette pensée n'entraîna pas un frisson de panique. Pas de lame plantée dans sa poitrine. Seulement une douce nostalgie, le souvenir tendre d'un éclat de rire, d'une main d'enfant glissée dans la sienne. Il avait tenu sa promesse. Il avait protégé ceux qu'il pouvait encore protéger. Et en sauvant d'autres vies, il avait sauvé la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était chez lui. Parce que la véritable espérance ne consiste pas à chasser la douleur, mais à choisir, malgré elle, de poursuivre la route. La souffrance demeure parfois tapie dans nos ombres mais elle peut devenir un tremplin vers une existence plus vaste, plus humaine. Josh et Hope nous montrent que la guérison commence souvent lorsque nous tendons la main à une autre âme brisée. Quand nous disons « je suis là ». Quand nous nous autorisons à aimer encore, même si notre cœur a été fissuré 1000 fois. Ce récit est une lettre adressée à tous ceux qui se sont retrouvés un jour seuls face à un courant trop puissant. Une invitation à croire que la loyauté, la douceur, la seconde chance existent encore, qu'elles peuvent surgir d'une main qui caresse timidement le dos d'un chien effrayé, ou du rire d'un enfant que l'on avait presque perdu. Alors, si cette histoire de survie, de famille retrouvée et de liens indestructibles a touché quelque chose en vous, partagez-la. Parlez-en autour de vous. Laissez un mot, une pensée, une mémoire dans les commentaires, pour qu'un autre puisse y trouver du courage. Et lorsque vous serez prêt, rejoignez-nous pour la prochaine page de ce voyage. Une nouvelle histoire d'espoir vous attend déjà, juste là, prête à commencer.